si je lui dis non, toute sa vie, il m'en voudra, et il retiendra une image négative de moi. L'enfant et l'éducation est souvent un prétexte pour parler en réalité de soi, de sa De ce paren qu'on a de ce vécu. qu'on a vécu, de nos traumatismes, et cetera. Des coachs, des experts en parentalité qui sont pas du tout des professionnels de l'enfance, qui sont pas du tout psychologues ni pédopsychiatres, se sont emparés de l'éducation positive et en ont fait une éducation exclusivement positive, c'est-à-dire qu'ils ont un peu chassé tout ce qui concernait le cadre, les limites, et cetera. Effectivement, il y a beaucoup d'injonctions, et donc les parents ont aussi du mal à se faire confiance et à intérioriser eux-mêmes ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle émission de On va tout partager. On reçoit Léna Hig, qui est psychologue clinicienne et spécialisée en psychologie de l'enfant. On va discuter aujourd'hui d'éducation de manière assez large et du poids de la société sur notre métier de parent au quotidien, les injonctions, et ce que ça peut provoquer comme stress, comme culpabilité chez les parents. Tu es l'autrice de Parents, soyons heureux. Est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour à tous, effectivement, j'ai écrit ce livre «Parents, soyez heureux» avec un petit sous-titre qui s'appelle «Petit guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale». Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'injonctions, dans la parentalité, qui empêchent les parents un peu de développer, et de déployer leur potentiel, de parents, de joie, de bonheur, et cetera. Donc, j'ai trouvé intéressant de rappeler que la première étape dans la parentalité et dans notre rôle de parent, c'est de trouver ce qui nous rend heureux de nous, puisque le bonheur parental ruisselle toujours sur, le bonheur et la joie des enfants, au quotidien, et c'est vraiment un modèle qu'on offre à nos enfants et qu'ils vont garder pour toute la vie. On va le voir, mais on reçoit énormément de messages sur la communauté On va tout partager. On sent que les parents, ils sont paumés. En 2026, les parents sont paumés, ils sont en rupture face à l'éducation qu'ils ont pu recevoir dans leur enfance. Les conseils qu'on peut lire un peu partout sont quand même devenus plus des injonctions que vraiment des aides à la parentalité. Et que la parentalité, elle a quand même beaucoup évolué ces dernières années par rapport à ce que même nous, on a pu connaître dans notre enfance. Aujourd'hui, il y a une prédominance des écrans, des réseaux sociaux, et c'est pas seulement nos enfants qui sont mis face à tout ça, c'est nous aussi en tant que parents. Et donc, on voit beaucoup de contenu passer sur la parentalité, et parfois on a du mal à prendre ce recul. Mmh. Est-ce que tu rencontres des parents qui sont un peu paralysés par tout ce qu'ils entendent? Oui, bien sûr, tous les parents sont, à un moment en tout cas de leur parentalité et de leur histoire, paralysés par tout ce qu'ils entendent. Ils savent pas ce qui est bon, ce qui est mauvais pour leur enfant. On lit quand même beaucoup de choses, de contenus, qui effraient les parents. «Si je fais ça avec mon enfant, je vais le traumatiser à vie. Si je lui dis non, toute sa vie, il m'en voudra, et il retiendra une image négative de moi. Si je réagis comme ça, il va être traumatisé par ça. Ou au contraire, il ne faut agir que comme ça, et c'est la seule façon de le rendre heureux», et cetera. Donc effectivement, il y a beaucoup d'injonctions, et donc les parents ont aussi du mal à se faire confiance et à intérioriser eux-mêmes ce qu'ils ont envie de transmettre à leurs enfants. Je vais te lire quelques témoignages qu'on a reçus sur le groupe et on va pouvoir en discuter. Le premier, c'est donc sur l'éducation Montessori. On vient de m'accuser de donner une éducation Montessori parce que je laisse des choix à mes enfants et que je prends des décisions avec eux. Pour certains, les parents décident et les enfants obéissent. Ça, c'est quelque chose qu'on a vachement vécu, nous, dans notre Mmh. enfance. Moi, j'essaie de négocier, de discuter, et résultat, je suis jugée et mes enfants aussi. Mmh. Il y a plusieurs choses dans cet, extrait. Déjà, c'est quelque chose effectivement dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'éducation Montessori. C'est bien ça, hein, que tu disais Mm. tout à l'heure. En fait, l'éducation Montessori, il faut quand même mettre un petit peu, les choses au clair. Aujourd'hui, n'a pas vraiment de sens. Montessori, donc c'est, initialement une méthode d'apprentissage qui a été créée, au début du XXe siècle pour, développer l'autonomie, la concentration des enfants, et donc c'était vraiment, une méthode d'apprentissage avec du matériel, qui a été créée, pour prendre en compte l'enfant comme une personne à part entière. Parce qu'il faut quand même savoir que au siècle dernier et au début du siècle dernier encore plus, les enfants n'ont pas du tout le même statut qu'aujourd'hui. N'oublions pas que Françoise Dolto a écrit au siècle dernier «Le bébé est une personne». Aujourd'hui, ça nous paraîtrait lunaire d'écrire un livre comme ça. C'est évident pour nous que le bébé est une personne. Mais au siècle dernier, ça n'était pas le cas. Donc cette méthode d'apprentissage a été créée, pour, que l'enfant développe son autonomie, que l'adulte l'accompagne dans ses apprentissages, et cetera. Mais dans la méthode Montessori d'apprentissage, il y a vraiment le cadre
qui est bien mis en place, qui est prédominant. L'enfant apprend, mais il y a des règles à respecter, il doit, donc se confronter à la frustration et cetera. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé au siècle dernier. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'éducation exclusivement positive, dont on reparlera j'imagine, mais qui a été, l'éducation, positive aussi a été, mis en place, je dirais, au siècle dernier, a été, inventée au siècle dernier. En fait, les enfants étaient tellement, hem, contrariés dans ce qu'ils voulaient, dans leurs désirs, tellement, étouffés et cetera et peu pris en compte qu'il y a des psychologues et qui ont dit: «Là, il faut mettre le cadre et les limites, mais il faut aussi mettre de la tendresse et de l'amour». C'est quand même important dans le développement de l'enfant. Ils se sont attachés à expliquer aux parents que l'enfant a besoin de cadre, de limites, de, de structure, mais aussi d'amour, de tendresse, de rire, de joie partagée, de moments un peu de joie, etc. Donc, vraiment, l'éducation positive euh, associait les deux. Et au siècle, là récemment, je dirais au début de notre siècle, des coachs, des experts en parentalité, qui ne sont pas du tout des professionnels de l'enfance, qui ne sont pas du tout psychologues ni pédopsychiatres, se sont emparés de l'éducation positive et en ont fait une éducation exclusivement positive, c'est-à-dire qu'ils ont un peu chassé tout ce qui concernait le cadre, les limites, etc. Et donc, ça donne aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, l'éducation exclusivement positive, c'est-à-dire essentiellement du partage émotionnel, de la reformulation, de la verbalisation des émotions, etc. Mais assez peu d'explications de comment mettre le cadre précisément. Parce qu'un enfant a besoin effectivement d'amour, de tendresse et de cadre et de limites. Donc quand j'entends dans le commentaire, je mets une éducation Montessori, malheureusement ça correspond un petit peu à rien. J'entends plutôt que ça correspond, je pense, à l'éducation, bienveillante que cette maman a voulu Oui, mettre en place. complètement. Elle Voilà, dit: «On vient de m'accuser de voilà, donner une éducation voilà, Montessori», exactement, parce que c'est devenu une expression pour exactement, dire, «Oh, toi, t'es Montessori, moi, je suis exactement. Ghettosori», Voilà. L'éducation Montessori, enfin la pédagogie Montessori, c'est un peu dilué aujourd'hui dans les je dirais dans les appellations un peu contemporaines. Maintenant, très précisément, quand elle dit, «On m'accuse de laisser le choix à mon enfant». de négocier et de Voilà. discuter. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'enfant a besoin d'avoir des parents, qui sont, sécurisants pour l'enfant et un parent sécurisant est un parent qui peut discuter avec son enfant, mais qui, à un moment donné, dit aussi: «Là, je sais ce qui est bon pour toi et voilà ce qui est bon pour toi, donc tu vas faire ce que je te dis parce que moi, je suis ton parent, je suis responsable de toi et c'est moi qui décide». Et quand on dit à son enfant: «C'est moi qui décide» et que par ailleurs, on est tendre, on donne de l'amour, de la joie, et cetera, l'enfant entend aussi que son parent lui dit: «Je te protège». Ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. C'est que si on est, aimant, tendre, joyeux, qu'on a des moments de vraiment de détente avec nos enfants, de kiff quoi, enfin de partage vraiment très fort, on peut, le reste du temps, quand on sait ce qui est bon pour notre enfant, lui dire: «Ça, c'est non et fais-moi confiance, moi je sais ce qui est bon pour toi, je te protège». Et ça, c'est hyper, hyper structurant pour l'enfant. C'est vraiment, ce dont il a besoin, le plus, c'est-à-dire l'amour et les limites. Donc laisser le choix à un enfant, pourquoi pas? Mais à un moment, il va quand même falloir se plier je dirais, Faut aux trancher. règles du monde, hein, c'est quand même très important. C'est aussi le rôle de l'éducation, de rendre nos enfants disponibles et efficaces dans le monde, quoi. Et ça, malheureusement, ça passe aussi par des confrontations à la frustration, qui sont inévitables. On a un deuxième témoignage. Et là, effectivement, on sent le poids du passé aussi sur Mmh. l'éducation qu'on Bien essaye sûr, de donner à nos enfants. totalement. Donc, on a une maman qui nous dit: «J'ai grandi dans une éducation très stricte, faite de menaces, de coups et d'insultes. Aujourd'hui, avec ma fille de 2 ans, je veux faire autrement, mais je me surprends parfois à user de violence quand je Mmh. suis dépassée. Je culpabilise énormément, j'ai peur de Mmh. reproduire ce que j'ai vécu. Autour de moi, l'éducation bienveillante est mal vue. Je me sens seule et jugée». Ouais. C'est très touchant, hein, ce partage, effectivement, c'est très, très courant, il faut vraiment, prendre soin des parents et quand on lit, des messages comme ça, on a surtout envie de mettre la main sur l'épaule de cette maman et lui dire, «On va y arriver, hein, ça va aller, quoi», vraiment. Son analyse est très bonne. Ce que j'observe et ce que nous, les psychologues, qui accompagnons les familles et principalement les parents, ce que nous observons, c'est que systématiquement, quand les parents ont été brimés dans leur enfance, c'est-à-dire soit carrément violentés, donc maltraités, et donc là vraiment on pose ce mot-là. Madame, en fait, vous avez été maltraitée, vous n'auriez jamais dû vivre ça. Si vous étiez venu me voir et si vos parents étaient venus me voir quand vous étiez enfant, je leur aurais dit immédiatement d'arrêter de vous malmener, de vous faire des câlins, de vous emmener au parc Astérix, de vous demander ce que vous avez envie de faire ce week-end, de vous donner des bonbons, des chocolats, etc. Bref. Donc, il
il y a beaucoup de parents qui ont été vraiment maltraités sur le plan physique, mais aussi beaucoup de violences psychologiques Oui. et de mauvais traitements de l'enfant, de non prise en compte de ce qu'il est, et cetera. De ce qu'était cette maman quand elle était enfant. C'est aussi complètement inadmissible et il ne faut surtout pas reproduire ça. Mais on voit, comme cette maman a vécu cette enfance, injuste, hein, Compliqué. compliquée, elle veut à tout prix ne pas reproduire ça avec ses enfants. C'est très bien. Mais en fait, cette maman s'est fait cette promesse quand elle était petite fille et quand elle a grandi: «Quand j'aurai des enfants, jamais je ne leur ferai vivre ça». Cette petite enfant qui parle, à qui on n'a peut-être pas rendu justice d'une certaine manière, à qui on n'a pas dit: «Ce que tu as vécu, c'était inadmissible et tu n'avais pas à le vivre», eh bien, elle s'est fait cette promesse de ne pas reproduire et donc elle ne fait pas du tout la différence entre, le besoin d'amour, de tendresse et aussi le besoin de limite. Donc tout va être confondu, dans l'éducation, de cette maman avec sa fille. Donc quand sa fille va lui demander un câlin, elle va lui donner, mais quand sa fille va faire une colère et qu'elle a besoin que sa maman lui dise: «Ça, c'est interdit, tu ne peux pas te comporter comme ça. Va 5 minutes dans ta chambre» ou, «Va lire un livre calmement» ou juste, là, on arrête cette séquence, relationnelle qui n'a aucun intérêt quoi, qui est vraiment très mauvaise pour nous 2. Eh bien, à ce moment-là, la mère aussi entend un appel d'amour et de réconfort, puisque elle avait besoin d'amour et de réconfort. Donc, vous voyez, elle appelait l'amour, le réconfort, on lui a pas donné. Son enfant appelle l'amour, le réconfort, elle lui donne, mais appelle aussi les limites et le cadre. Et là, elle a beaucoup de mal à lui donner, parce elle confond abus de pouvoir et autorité. D'accord. Abus de pouvoir interdit, inadmissible, autorité légitime et nécessaire. Et donc, elle va donner un câlin alors que sa fille a besoin qu'on lui dise: va te calmer 5 minutes. Et à ce moment-là, comme on ne répond pas aux besoins à l'appel et aux besoins de limite de sa fille, elle va continuer d'appeler, d'appeler, d'appeler de plus en plus fort. Et donc, inévitablement, la mère va être dépassée par cet appel de limite qui va grandir, grandir, grandir. Donc, elle va être dans la violence. C'est pas elle, c'est tous les parents de France seraient dans cet état-là. Et moi, les parents qui viennent me voir, viennent surtout me voir pour ça. Ils nous disent, à nous, psy pour enfants: je ne sais plus quoi faire. Là, je viens vous voir, vous êtes notre dernière chance parce que je lui mets déjà une fessée par semaine et j'ai pas envie d'en mettre plus, quoi. Donc, évidemment, on donne des fessées, elle crie, c'est contre-productif, pas du tout bien, enfin vraiment, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça contribue à lui donner une mauvaise image d'elle-même en tant que parent. Et avec son histoire, elle se dit: mais j'ai tout raté, c'est pas possible. Et donc, elle culpabilise. Donc, moi, j'invite plutôt les parents à faire le point sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas envie de reproduire, et à comprendre vraiment, surtout très important, que dans l'éducation, il y a 2 missions, 2 chantiers. L'amour de zéro, enfin pour toute la vie, mais principalement de 0 à 1 an et demi. Et à 1 an et demi, il y a un autre chantier qui apparaît subitement, alors qu'on s'y attend pas du tout, parce qu'on ne nous prépare pas du tout à ça, qui est celui des limites. Et il faut répondre à ce besoin-là de l'enfant. Et pour ça, et pour y répondre le plus sereinement possible, il faut que le parent ait un peu fait le tri dans son histoire. C'est vrai que l'amour, c'est aussi poser des limites. Éduquer, c'est aimer aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'en fin de journée, on a une fatigue émotionnelle et on peut monter dans les tours, de 0 à 100, hyper vite et sans vouloir quoi, vraiment sans vouloir. Mais là, en plus, c'est compliqué quand on n'a pas reçu cette éducation, Bien sûr. de faire comprendre à ses propres parents que non, on n'a pas envie Mmh. de reproduire ce qu'ils ont fait. Ils se sentent jugés eux-mêmes, en fait. Puis je dirais aussi, ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir avoir soi-même une sorte de feuille de route où on se dit, voilà comment je vais réagir quand il y a des transgressions, voilà ce qui est important, voilà, d'avoir un peu une méthode d'éducation. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a pas de méthode toute faite et tout, j'entends, mais il y a quand même des outils qui sont très utiles, qui fonctionnent très bien et qui permettent aussi de mettre de la distance entre le parent et l'enfant au moment où l'enfant déborde. Quand l'enfant déborde, et j'insiste un peu là-dessus, il appelle souvent les limites éducatives quand on est sûr qu'il a été aimé, qu'on lui a donné plein de tendresse et que par ailleurs on a des très bons liens avec lui. Quand il transgresse et qu'il déborde, qu'il hurle, qu'il tape, qu'il sort du cadre, c'est probablement qu'il appelle les limites. Et à ce moment-là, il faut avoir un peu cette rigueur de dire, dès qu'il commence à m'appeler au sujet des limites éducatives, je lui réponds. Donc je lui dis par exemple, écoute, va te calmer 5 minutes dans ta chambre parce que là c'est pas possible d'être en lien, donc va te calmer 5 minutes. Et quand il revient, ensuite discuter et reprendre le lien tendre qu'on avait mis en place. Mais je dirais que si on n'a pas un peu cette feuille de route et ce cadre précis de méthode éducative, c'est très compliqué quand on rentre justement du travail, qu'on est fatigué, qu'on est un peu surchargé émotionnellement, d'arriver à tenir ça. Alors que quand les choses sont bien posées dès le début et qu'on est d'accord entre parents sur ce qu'on va mettre en place, c'est beaucoup plus facile. Oui, j'imagine. On a une autre maman qui nous dit: «Mon bébé a 9 mois et ma famille me juge sans arrêt», que ce soit l'allaitement, le bruit, l'éducation, elle dit,
que sa famille lui a carrément dit: «Je doute de tes capacités à mettre des limites. À 9 mois, je veux juste qu'il s'exprime. Est-ce que je fais mal?» On a tendance aussi à entendre de la part de la génération, précédente, des conseils, mais dès la toute petite enfance, enfin Mmh. vraiment quand ils sont nourrissons. Tu devrais pas dormir avec, Mmh. tu devrais pas le laisser au sein, tu devrais pas lui donner la tétine, tu devrais pas lui donner un doudou, il devrait pas dormir, comme si, tu fais trop en fonction de lui et cetera. C'est vrai qu'on vient aussi d'une génération où, les enfants devaient suivre tout le temps et on n'écoutait pas nécessairement, leurs besoins et ça, c'est quelque chose que, personnellement, moi, j'ai trouvé difficile, au début de la parentalité de devoir, se mettre, en rupture par rapport à ça, de dire: «Oui, bah, là, en fait, elle pleure parce qu'elle a faim. Ah, mais elle peut attendre qu'on soit au restaurant». Mmh. Non, en fait, elle a 6 mois. Elle a aucune idée qu'on va dans un Mmh. restaurant et qu'il faut qu'elle attende pour prendre un biberon. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça où je trouve que c'est difficile de se mettre Mmh. en rupture, avec la génération, précédente. Oui, alors, moi, c'est quand même un sujet très important, hein, l'histoire des grands-parents. Moi, j'ai je dis toujours, aux grands-parents, il y a globalement pas grand-chose à faire quand on est grand-parent, à part féliciter, soutenir et garder les enfants. Voilà, il y a 3 choses à faire. À part ça, il y a pas grand-chose à faire. De toute façon, ça se passera mal si les parents font autre chose, si les grands-parents font autre chose. Les conseils, jamais, sauf quand les parents les sollicitent. La valorisation, c'est hyper important. Quand on a une belle-mère, une maman, un père, un beau-père qui nous dit: «Bravo pour ce que tu as fait, je suis impressionné». Mais en fait, l'impact sur les parents est énorme, vraiment énorme. Donc, précisément par rapport à ça, de 0 à 1 an, 18 mois. Il n'est pas question d'éducation. Il n'est que question de lien, d'amour, de portage, de tendresse, de câlin. L'enfant a besoin de se nourrir de la corporalité de ses parents. Et n'oublions pas que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, il a passé quand même 9 mois collé à elle. Et il a besoin de poursuivre ce lien avec sa mère et son père. Donc, je dirais que vraiment, faut faire confiance aux mères, faut faire confiance aux pères, aux coparents et cetera. Il faut porter un maximum l'enfant. On le laisse pas pleurer, on lui donne que des câlins dans cette première année de vie. On le laisse pas, pleurer pendant des heures, enfin même pas du tout. On lui donne à manger globalement plus ou moins à la demande, en tout cas les 5 6 premiers mois, enfin ouais, je dirais les 4 5 premiers mois. L'enfant, a besoin de manger à la demande, l'allaitement c'est à la demande. Voilà, vraiment tout ça, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que l'enfant naît un peu vierge de tout et c'est la tendresse, l'amour, la joie partagée qui donne à l'enfant l'envie d'aller découvrir le monde. Si dès le début, l'enfant est cadré avec des horaires d'adulte, ça fonctionnera pas. Il aura quand même une image du monde pas très réjouissante. Donc cet amour-là, inconditionnel et permanent, est essentiel et c'est ce qui donne à l'enfant le réservoir d'amour un petit peu pour aller explorer le monde, quoi. Donc il y a pas de question d'éducation. L'éducation va arriver après, ça c'est sûr. Mais Oh oui! quand ça va arriver, si l'enfant est rempli d'amour, de tendresse, il pourra appeler les limites. Mais s'il n'est pas rempli de ça, il n'aura pas envie d'aller explorer le monde, il n'aura pas envie de faire des progrès moteurs comme ça. Donc, je dirais, entendre ce qu'on nous dit, mais pas écouter, voilà. Sauf si, il y a danger, sauf si vraiment la mère est perdue, enfin les parents sont perdus et qu'on voit qu'il y a vraiment un danger. Là, il faut vraiment écouter et aller demander de l'aide, mais pas forcément aux grands-parents et aux beaux-parents, mais plutôt, à des personnes, habilitées, aux psychologues, aux sages-femmes et cetera. Sur les grands-parents toujours, on a des grands-parents qui tu le disais, le rôle du grand-parent, c'est de voilà, de féliciter, d'accompagner, de garder les enfants, d'être une aide, en Ouais. fait. Et pour certains, ils peuvent être très intrusifs. Donc on a un parent qui nous dit: «Voilà, les grands-parents sont très intrusifs dans l'éducation de nos enfants et quand ils sont seuls avec eux, ils imposent des règles qui ne sont pas les nôtres et nos enfants se font punir pour des choses que nous, nous Mmh. tolérons». Cela crée de la confusion et de l'injustice pour eux. Comment leur en parler sans créer de grosses disputes? Parce que dès qu'on évoque nos méthodes d'éducation, ils sont tout de suite très fermés. Alors dans ta question, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'elle dit: «Cela crée de la confusion et de sentiment d'injustice». La première chose, moi, que je viendrais questionner, c'est qu'est-ce que ça crée chez vous, parents? Est-ce que ce sentiment d'injustice et de confusion, il est pas c'est pas déjà ce que les parents ressentent avec leurs propres parents? Ça, c'est très important à avoir en tête. On prend un tout petit peu de recul et on se dit que l'enfant et l'éducation est souvent un prétexte pour parler en réalité de soi, de sa De ce parent qu'on a de ce vécu. qu'on a vécu, de nos traumatismes et cetera. Et là, c'est probablement ce qui se passe. Je suis quasiment sûre que cette maman a vécu, des choses difficiles avec ses parents, qu'elle a pas envie de revivre et que par ailleurs,
effectivement, il y a eu des injustices, mais tout n'était pas non plus à jeter à la poubelle, quoi. C'est la première chose. Maintenant, il est vrai que quand les grands-parents ont un rôle sont très présents dans la vie des enfants, il est normal qu'ils expriment, des qu'ils participent à l'éducation. Si c'est pas le cas, il y a pas de raison. Mais s'ils les voient, de manière, presque quotidienne, c'est normal que les grands-parents aient envie un petit peu d'agir, sur l'éducation. Je dirais que ce qui est très important, c'est de se mettre d'accord, déjà entre parents, avec le parent 2, le père, la mère, sur quelles sont les règles chez nous. Pour ça, je donne à mes patients une feuille de route, donc en disant voilà ce que c'est les règles à respecter. Ne pas parler trop fort, ne pas crier, ne pas couper la parole, se tenir correctement dans les lieux publics, dire bonjour, ne pas taper, ne pas violenter, ne pas cracher sur les autres, ne pas les mordre, etc. Ça, c'est des règles de base. C'est pas les règles des parents en réalité, c'est les règles du monde. Si l'enfant ne respecte pas ces règles, c'est lui qui va être vraiment perdu dans ce monde-là, il n'en aura pas les codes et ça va être l'enfant la première victime de ça. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'histoire des limites et du cadre, c'est pas un caprice de parents pour faire en sorte que les enfants soient sages et que les parents soient tranquilles. Pas du tout. C'est c'est équiper les enfants pour la vie sociale, la vie professionnelle, la vie amoureuse, qui sont quand même des sources, des grosses sources de réjouissance dans la vie, quoi. On est beaucoup plus heureux quand on a une vie professionnelle, amoureuse, sociale, épanouie. Et donc, Oui, ça c'est passe leur aussi. donner les clés pour demain. Exactement. Donc, se mettre d'accord sur les règles à respecter. Et se mettre d'accord aussi sur si mon enfant ne respecte pas ces règles, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais négocier pendant des heures? Est-ce que je vais lui expliquer pendant longtemps? Est-ce que je vais le punir? Voilà, ça, se mettre d'accord. Moi, ce que je conseille toujours aux parents, c'est une fois que les règles sont précises et sont posées entre parents, les exprimer à l'enfant. Voilà, dans notre maison, il y a des règles, personne ne se tape, ne se fait de la peine, et tout le monde, si possible, s'aime, se soutient. Ces lois, ne changeront jamais à la maison. Et si jamais tu les respectes pas, nous, on agira toujours pour que tu comprennes ces règles et que tu les respectes. Donc, on explique à l'enfant, une fois, deux fois, trois fois. Si malgré le fait qu'on lui expliquait plusieurs fois, l'enfant ne comprend pas, c'est que maîtriser l'information intellectuellement ne lui suffit pas. Et donc, il a besoin peut-être d'aller 5 minutes dans sa chambre. Donc, on peut parler de punition, on peut aussi parler d'isolement quelques minutes, de mise à distance avec le parent, aussi pour préserver le parent, hein. Parce que s'il y a des débordements émotionnels, s'il y a des fessées, s'il y a des cris, c'est parce que le parent n'a pas mis de distance tout de suite avec la transgression de son enfant. Donc voilà, se mettre d'accord sur les règles, sur les méthodes à mettre en place, et donc de dire aux grands-parents, voilà comment ça se passe chez nous. Et la méthode dont je vous parle aujourd'hui d'exclusion systématique de l'enfant dès qu'il déborde, c'est une méthode non violente et non humiliante. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans les familles où il y a pas de règles, et d'ailleurs chez les grands-parents, c'est ça aussi, où on n'a pas de méthode très précise, très rapidement ça dérape. Et donc très rapidement, il y a des cris, il y a de la violence, verbale, émotionnelle et physique, hein, y compris chez les grands-parents. Donc on peut aussi se dire, moi je confie mes enfants que dans des lieux où je sais qu'ils vont être sécurisés par une matrice éducative ferme. Et s'il n'y a pas cette matrice éducative bienveillante, pleine de joie, de tendresse, etc., mais aussi de fermeté, la bienveillance, la joie ne pourra pas s'exprimer. Ça, c'est important d'avoir en tête. Je ne sais pas si c'est clair. Très clair. Voilà. Sachant que ce qui est important, c'est pour l'enfant, c'est l'amour, la tendresse, la joie et tout, mais souvent, elle ne peut pas s'exprimer et en tout Oui, cas, elle ne oui, peut pas être diffusée sereinement et librement quand il n'y a pas de cadre, quoi. exactement. Je pense qu'il y a un lâcher prise qu'on a, Exactement. pour la plupart des parents, de se dire: «OK, ça, c'est pas comme à la maison», mais enfin, je sais que, par exemple, ma fille, quand elle est, chez ses grands-parents, elle va regarder beaucoup plus la télé. Elle va pas en mourir. Ah non, Donc pas du tout, c'est c'est-à-dire sûr. que moi, je pars du principe que quand j'étais petite, la télé, elle était allumée tout le temps. Moi, Ah, je suis bien d'une sûr. génération où la télé était allumée tout le temps à la maison. J'ai pas l'impression d'être devenue bête. Donc je pense que les écrans, il y a un cadre et cetera, mais que quand on est en vacances chez ses grands-parents, Bien sûr. c'est pas grave d'avoir Non, passé pas du l'après-midi à tout. regarder un Disney, quoi. Mais voilà, il y a des, Mm. voilà, il y a des situations, plus ou moins graves. Ne pas laisser un enfant parler, à table et cetera parce que, on écoute le journal. Moi, Mm. ça m'embête. Je l'ai vécu et ça Ouais. m'embête. Voilà, il y a des choses comme ça où on peut être en désaccord avec ses propres parents et des Ouais. choses où, bon, faut peut-être lâcher prise. Oui, Sachant c'est que, pas comme à la ouais. maison, c'est pas Sachant bien grave. que je suis complètement d'accord avec toi, que, c'est pas très grave pour les écrans et cetera. Mais aujourd'hui, il y a quand même peu de grands-parents, hein, qui donnent pas la parole aux petits-enfants, hein, quand ils regardent le journal, quand même, statistiquement. Ouais. Enfin, j'ai pas de stats, mais je pense. Et même si, une fois, un dîner dans sa vie, on lui dit: «Écoute, là, j'écoute le journal», silence, c'est aussi une bon, ça, c'est quand même pas très bien, pas très,
à la mode de dire ça, mais ça permet aussi à l'enfant de comprendre qu'il y a des fonctionnements différents un peu partout et ça lui apprend Oui. aussi une sorte de flexibilité. Écoute, chez papy et mamie, tu as le droit de regarder des écrans. Chez papy et mamie, on parle pas beaucoup à table, ils ont besoin de regarder leur journal et tout. Bon, c'est pas très grave non plus, quoi. Ouais. Même si, je dis pas que je suis pour, d'avoir la télé à table et tout, pas du tout, hein. Pour moi, le dîner est très important. Il faut au contraire énormément parler, échanger et cetera. Bon, c'est difficile déjà d'éduquer un enfant. D'éduquer un grand-parent, c'est très, très Mais c'est compliqué, ça. hein. Faut peut-être, quand Voilà on n'est pas dans de la et malveillance et de la exactement, maltraitance, ça c'est clair. faut peut-être lâcher prise. Et je dirais aussi que l'enfant, ce dont il a besoin aussi, c'est de la paix. Et ça, c'est quelque chose qui rend très, très heureux un enfant, c'est de sentir qu'il a la paix autour de lui. Si parfois, il faut faire des concessions en tant que parent, parce qu'on sait que notre enfant ne va pas vivre exactement ce qu'il vit à la maison avec ses grands-parents, c'est pas très grave. L'essentiel, encore une fois, c'est que l'enfant comprenne qu'il est aimé partout, quoi. J'ai un autre témoignage, et donc là, on se parle de burn-out parental. Mm. Donc une maman qui nous dit: «Voilà, je suis en burn-out, mais c'est pas à cause de mes enfants, c'est moi. J'ai cette pression, je me la suis mise pour être la maman parfaite, la maman, qu'on appelle Montessori», on en a parlé tout à l'heure. Jamais de cris, toujours à écouter, toujours à expliquer. Et elle dit: «Cette recherche de perfection m'a plongée dans un trou noir. On nous fait croire que si on n'est pas dans la parentalité positive, on est des mauvaises mères. Mais honnêtement, on finit par élever des enfants qui ne connaissent aucune frustration Mm. et des parents qui doutent tout le temps. Je voulais juste être parfaite pour mes enfants et je me suis perdue». Est-ce que c'est quelque chose que tu reconnais dans les Bien patients que tu sûr. peux recevoir, et cetera? C'est d'avoir tellement voulu être parfaite Mm. qu'on a oublié ce que tu expliques depuis, le début de cette émission, mais qui est, voilà, il y a 2 pans dans la parentalité, il y a l'amour et il y a l'éducation. Mm. Et la positivité, toutes ces, courants d'éducation, positive, bienveillante, et cetera, ne doivent pas se faire sans ce Bien cadre, en sûr. fait. Ouais. Tout à fait, effectivement, ce témoignage est encore très touchant. C'est quotidien, hein, c'est ce qu'on rencontre vraiment, c'est des parents qu'on rencontre tous les jours dans les confidences de nos consultations. Je dirais que ce qui est intéressant dans ce que dit cette maman, enfin, la première chose que je dis, moi, c'est où est papa? Enfin, où est le deuxième parent, quoi? Oui, Parce qu'en fait, on se perd aussi tout seul. Quand on est parent tout seul, on dit souvent il faut tout un village pour élever un enfant, et cetera. Il faut surtout tout un village pour soutenir un parent qui va lui-même éduquer son enfant. Donc, où est le père? Où est le deuxième parent? Où est, les grands-parents? Où sont les grands-parents? Où sont les amis? Et cetera. Ça, c'est très important déjà, parce que c'est très difficile d'être parent tout seul. Première réponse, premier élément de réponse. La deuxième chose peut-être qui est important d'avoir en tête, c'est que, les, il y a une énorme pression, mise par la société, par effectivement le courant d'éducation exclusivement positive, ça c'est clair, mais qui fait écho et qui résonne dans l'histoire de cette mère en lien avec ce qu'elle a vécu. Ça, c'est très important. Pourquoi il y a des parents qui répondent pas du tout à l'éducation exclusivement positive et qui arrivent très bien à mettre un cadre très ferme ou à entendre les différents besoins des enfants? C'est parce qu'ils ont été équipés pour ça et qu'ils ont été, dans leur enfance, traités correctement, soutenus, cadrés avec bienveillance, et cetera. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut travailler pour cette maman, c'est de comprendre ce que cette éducation vient dire d'elle et de ce qu'elle a vécu. Parce que la parentalité vient, je dirais, en fait, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on est construit un peu en poupée russe, quoi. Il y a une toute petite poupée russe, une deuxième poupée russe qui correspond peut-être à chaque année de notre vie ou à chaque stade de développement psychique. Et quand on est parent, il faut refermer une à une de manière bienveillante les poupées russes de nos enfants. Et en même temps, les poupées russes de nos enfants viennent ouvrir les nôtres, quoi. Ou en tout cas, viennent ah oui, ça vient chercher titiller, à hein. titiller, exactement. Donc ça, il faut quand même aller comprendre ce qui se passe de notre côté dans notre histoire à nous. Cette maman aussi dit que elle est épuisée, qu'elle sait pas comment faire, tout ça. Il y a aussi une ça, c'est l'éducation exclusivement positive qui en est quand même en partie responsable, c'est qu'il y a une grosse désinformation des parents sur les besoins des enfants. Ce dont je parlais tout à l'heure, besoin d'amour dans un premier temps, besoin de limites dans un deuxième temps. L'enfant, quand il va aller explorer, de manière motrice le monde, il va faire des progrès moteurs, il va aller comprendre un petit peu, il va aller toucher, les murs et cetera pour comprendre jusqu'où il peut aller. Et à ce moment-là, l'enfant a besoin qu'on lui explique: «Ça, c'est autorisé, ça, c'est interdit. Viens plutôt faire ça avec moi», ou «Jette pas, la télécommande, mais viens, on va plutôt, faire ça ensemble», voilà. Si, on n'explique pas aux parents ça, le parent confond, en fait. C'est-à-dire qu'il se dit: «Mais qu'est-ce qu'il attend ici? Est-ce qu'il a besoin d'un cadre? Est-ce qu'il a besoin de câlins? Est-ce qu'il a besoin qu'on aille faire une activité ensemble?» Le parent est perdu. Et ça, l'éducation exclusivement positive n'aide pas à comprendre les différents enjeux, de, hem, de la parentalité et les différents besoins des enfants.
Donc cette maman, ça m'étonne pas du tout qu'elle soit perdue. Il faut, un, beaucoup la soutenir, deux, qu'elle arrête de se culpabiliser parce que le métier de parent est très, très difficile et surtout qu'elle aille appeler des psychologues qui peuvent vraiment l'aider à comprendre ce qui se passe et à lui donner des clés de compréhension de son enfant et d'action. L'éducation, c'est pas une idée, hein, c'est de l'action permanente. C'est, quand mon enfant fait ça, voilà comment je réagis de manière constante. Quand il me dit ça, voilà ce que je peux répondre et encore une fois, si possible, en binôme avec un partenaire et de manière constante. On a un dernier témoignage et là, c'est pareil, ça peut être, une grosse violence pour les parents, c'est l'entrée à l'école. On a extrêmement peur. Je ne sais pas si nos parents avaient aussi peur, Non, que non, pas nous, du tout. mais nous, c'est ça ne vraiment l'entrée à l'école, Ouais, c'est un truc qui nous paralyse, où on se dit: «Oh là là, ça y est, il va rentrer dans un monde où ça je sent le vécu, maîtrise ouais, pas ouais. tout». Ouais, ouais et c'est vrai qu'on a des parents qui nous disent, «Est-ce qu'on est vraiment obligé de les mettre à 3 ans à Mmh. l'école? Je trouve que c'est tôt, il est tout petit, machin, est-ce qu'il va s'y faire?» On peut être effrayé par les pleurs de l'enfant, les premiers Mmh. jours et cetera et donc là, on a une maman qui nous dit, «Mon fils ne comprend pas l'école. Il se demande pourquoi il se fait punir tout le temps, pourquoi il doit rester assis alors qu'il a besoin de bouger. Il revient à la maison frustré et triste et je n'arrive pas à lui expliquer que c'est comme ça que ça se Ouais. passe». Bon, encore une fois, très intéressant cette question. C'est je dirais l'inquiétude de cette mère pour son fils parle en réalité de son inquiétude. Tu disais au début, il y a des parents qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit mettre l'enfant à l'école si tôt. En fait, quand elle dit mon fils ne comprend pas l'école, c'est elle qui ne comprend pas Oui. l'école. C'est elle qui se dit est-ce que je suis obligée de mettre mon enfant, c'est trop violent pour lui, etc. Un enfant qui a 3 ans a eu normalement, des soins continus la première année de sa vie, a ensuite, pu explorer la sociabilisation, à travers les structures de la petite enfance, la crèche ou alors même une nounou ou simplement en allant jouer dans un parc avec ses parents. Donc normalement, il a un petit peu, déjà, compris, ce Des qu'était le monde. bagages. Exactement, il a normalement le début d'un bagage, quoi. Donc normalement, l'école, ça se passe très bien. Mais effectivement, c'est très intéressant quand on va à la rentrée des classes. Moi, je suis toujours étonnée de me rendre compte le nombre de parents qui pleurent, de se dire: «C'est horrible et tout» et d'ailleurs, souvent l'enfant ne pleure pas, mais il se met à pleurer quand il voit son propre parent pleurer en se disant: «Mais qu'est-ce qui se passe?» En fait, c'est vrai que c'est inquiétant, ça se trouve, ce milieu-là, alors qu'en réalité, l'école n'est pas du tout un milieu inquiétant. C'est un milieu qui est fait pour les enfants et globalement, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Pourquoi aujourd'hui c'est compliqué? Et d'ailleurs, c'est ce que dit cette maman, c'est que les enfants, encore une fois, je parle beaucoup de ça, hein, mais comme les enfants ont peu conscience des limites éducatives et on les a peu équipés pour se confronter à la frustration et je dirais même côtoyer la frustration. L'école, c'est quoi? C'est toute la journée côtoyer la frustration. Ah bah non, en fait, t'as pas le droit de piquer le jeu de ton copain. Ah si, si, tu finis ton travail. La récréation, c'est que dans 10 minutes. Ouais, la récréation, maintenant, c'est fini. On rentre en classe. On sait que 100% de la fin, c'est voilà, je dirais que, la frustration, c'est un peu comme une allumette, quoi et il y a des choses qui viennent allumer l'allumette des enfants. Si l'enfant a été habitué à cette frustration et a été, correctement limité, l'allumette va immédiatement s'éteindre et l'enfant va passer à autre chose. Un enfant qui a pas été habitué à ça, l'allumette va prendre feu et l'enfant va s'enflammer, quoi et donc c'est là qu'il va y avoir des crises, ce qu'on appelle, ce qu'on dit aujourd'hui beaucoup des tempêtes émotionnelles. On en rit, mais en réalité, c'est une vraie réalité pour les enfants et c'est inquiétant, je dirais, parce que l'enfant n'a pas envie d'être dans ces tempêtes émotionnelles-là. Il a surtout envie de passer à autre chose d'aller Et jouer avec ses oui. copains de manière sereine, et cetera. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les enfants sont assez peu équipés pour, les exigences scolaires, en fait et ça, c'est dommage. Et cette question vient parler de ça, et il dit: «Il est tout le temps puni, bah, il faut surtout qu'il soit plus puni pour qu'il soit plus heureux à l'école». Et l'enfant quand il revient à l'école à la maison, il dit: «C'était dur maman, la maîtresse ne m'a pas compris» et cetera. Mais en fait, c'est surtout lui qui n'est pas forcément compatible, je dirais, avec, les exigences, scolaires. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on rentre à l'école à 3 ans, tout est absolument rattrapable et il y a quand même une vie, extraordinaire qui l'attend, hein, et l'école va aussi apporter ce cadre nécessaire-là, pour les apprentissages. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de professeurs qui notent ça aussi, que les enfants arrivent de moins en moins, équipés avec le bagage pour comprendre l'école et pour bien vivre. On a l'impression aussi, quand même que du côté, des profs, il y a aussi, une formation qui est pas forcément adaptée, aux enfants d'aujourd'hui et cetera. Les sujets, ils sont parfois, multiples. En fait, les Mmh. causes sont un peu multiples, Oui, tout à fait, on a aussi des enseignants, stagiaires qui se retrouvent, c'est clair. devant des classes, où le besoin d'éducation est fort.
Voilà, c'est vrai que c'est un peu multifactoriel et l'école est devenue, un lieu qui peut être vu, par beaucoup de parents comme pas très sécuritaire, en Ouais. fait. Oui, alors en fait, je suis d'accord que c'est très multifactoriel, qu'effectivement il y a peut-être moins de formation des professionnels des professeurs, enfin des maîtresses. Il y a peut-être, beaucoup d'instituteurs stagiaires, ça c'est sûr. Il y a peut-être, trop d'enfants dans les classes, mais il y a aussi beaucoup de parents qui n'ont plus confiance dans l'école, donc qui vont agresser les profs, hein. C'est quand même Ah oui, oui, hallucinant complètement. le nombre Il y a une de remise en parents. cause des Voilà. professeurs qui est énorme. Moi, je dis, aux parents qui se plaignent des maîtresses, qui disent: «C'est grave tout ce qui se passe» et cetera. Je dis: «Bah, si vous trouvez que c'est si grave que ça, il faut écrire à l'inspection, il faut se plaindre et Oui, cetera». Et souvent les parents me disent: «Non, mais quand même pas». Alors si c'est quand même pas et que c'est pas si grave que ça, il faut soutenir la maîtresse. Ça, c'est très important. Il faut soutenir les profs. Il faut dire: «Si la maîtresse t'a puni, c'est qu'elle avait raison de te punir» et quitte à en parler à la maîtresse en off sans l'enfant, mais il faut que l'enfant comprenne qu'il y a une sorte de matrice éducative collective qui lui apporte ces limites-là, ce cadre et du coup qui le sécurise. Si l'enfant entend des sons de cloche un peu différents, il va se dire: «Mais qui me protège en fait? Qui me protège?» ouais. Et ça, c'est quand même important, que l'enfant, ait cette sécurité, à l'école aussi. Donc je dirais qu'effectivement, il y a des problèmes sociaux, institutionnels et tout, mais il y a aussi quand même des problèmes, enfin un manque de prise de conscience de cette réalité-là que va traverser l'enfant et les parents se disent: «Voilà, tant que lui, il est bien émotionnellement, c'est bon». Moi, je dirais pas ça, non. L'objectif, de la vie n'est pas d'être, bien émotionnellement. Je dirais que c'est d'être adapté aux exigences et ensuite le bien-être émotionnel va en découler, ça c'est sûr. Le bonheur, c'est évidemment l'objectif, mais on a confondu bien-être émotionnel avec bonheur et en réalité, je pense que, le cadre, et le fait que l'enfant soit adapté, comme je disais tout à l'heure, à la vie sociale, à la vie amoureuse, à la vie professionnelle, à la vie scolaire, l'enfant, va être heureux d'être, intégré dans ces milieux-là et donc va être joyeux et va, être bien émotionnellement. Bah, Voilà. merci beaucoup Lénaïque, c'était, Merci à vous. vraiment, très cool de discuter avec toi de toutes ces Ouais. injonctions et de, voilà, de ces, on confond souvent, Ouais, complètement beaucoup les choses, et amour, limite, ne sont pas ouais, incompatibles et sont même, nécessaires nécessaire. On ne peut et je pas pense donner que de c'est limite. important de le rappeler. On ne peut pas donner de limite s'il y a pas eu d'amour et ça, c'est sûr et il y a pas d'amour si à un moment il y a pas de limite, ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci à toi. à bientôt. Bonne journée.